1969-1979. C'est la décennie au cours de laquelle les homosexuels mènent de chaudes luttes. Ils s'emparent de la rue pour revendiquer leurs droits. L'homophobie et la répression policière font partie de leur quotidien. Ce sera la décennie où les homosexuels passent de l'ombre à la lumière. Des officiers. Ici Anne-Marie Dussault, bienvenue à Tout le monde en parlait. Aujourd'hui, les homosexuels peuvent se marier et avoir des enfants, chose impensable il n'y a pas si longtemps encore. D'ailleurs, il est difficile d'imaginer ce que ça représentait d'être gay il y a 30 ou 40 ans à peine. Le chemin parcouru depuis a été marqué de nombreux obstacles et d'une grande détermination. Voici donc le portrait d'une décennie où les homosexuels, surtout les hommes, ont commencé à militer et à sortir de l'ombre. À la fin des années 1960, les homosexuels vivent cachés et sont de véritables parias. En 1967, la police de Montréal présente tous les jours une cause d'homosexualité devant les tribunaux. Être homosexuel, c'est un crime. C'est considéré par les tribunaux comme étant un acte de grossière indécence. Et par cela, il commet un acte criminel. Il est passible de poursuite et de condamnation. Il est passible de quoi? Combien de temps de prison? 5 ans, maximum. Moi, je ne me considérais pas comme un criminel, mais aux yeux de la loi, oui. Claude Beaulieu deviendra plus tard l'un des militants gays les plus en vue des années 70. Mais à l'époque, personne ne sait qu'il est homosexuel. Il n'était pas question que je le dise. À cette époque-là, à mon entourage, ça aurait été catastrophique. Rien de moins. Notre vie est basée sur le mensonge et sur la clandestinité. C'est obligatoire. Sinon, ça devient infernal. On n'a plus le droit de travailler, on n'a plus le droit de se montrer en public. En 1968, Janine Maes sort de la clandestinité et se confie à la télévision publique. Un geste qu'elle va payer très cher. On m'a dit que j'étais bestiale, que c'était très vilain, 2 femmes qui ont des rapports sexuels ensemble. Peu de temps après cette entrevue, elle est accusée de grossière indécence pour avoir dansé avec une femme dans un bar. C'était vraiment dégoûtant. Emprisonnée puis internée à Saint-Jean-de-Dieu, elle perd la garde de sa fille qu'elle ne verra plus pendant 15 ans. L'idée de s'assumer ouvertement, on voyait jusqu'à quel point les rares personnes qui le faisaient étaient punies et ridiculisées du fait de s'assumer ouvertement, et on ne voulait surtout pas passer par là. Mark Wilson, un étudiant de l'Université McGill et un militant de gauche, ne parlait jamais de son homosexualité. Le risque était beaucoup trop grand. À la même époque, à l'autre bout du pays, dans les territoires du Nord-Ouest, George Clippert, un aide-mécanicien, croupit en prison tout simplement pour avoir dit à la police qu'il a couché avec d'autres hommes. Son cas se rend jusqu'en Cour suprême. Clippert passe 4 ans en prison. C'est son histoire qui pousse le ministre de la Justice Pierre Elliott Trudeau à décriminaliser les actes homosexuels. Il le fait dans le cadre d'une réforme du Code criminel qu'on appelle alors le Bill Omnibus. Tout ce que nous disons dans l'amendement au Code pénal que nous proposons, c'est que ce qui sera en privé entre 2 adultes, que ce soit un homme et une femme ou pas, ça les regarde, ça ne regarde pas la police. Nous n'autorisons pas l'homosexualité. Nous disons simplement que nous n'allons pas punir, nous n'enverrons pas de police dans les chambres à coucher pour voir ce qui se passe entre adultes, majeurs, consentants, en privé. Au Québec, le Bill Omnibus touche des cordes sensibles. Je voudrais pas que mes enfants pensent que vivre dans l'homosexualité à partir de 21 ans, c'est approuvé par la société. Moi, je suis un catholique et puis je suis contre une personne qui est contre, qui va à l'encontre de la loi divine. De là à passer des villes comme ça, ce qui a été péché, là 100 ans, reste péché encore.
Les députés ont approuvé en deuxième lecture cet après-midi. Péché ou pas, la loi Omnibus est finalement adoptée en mai 1969. OK, ce n'était plus un crime, mais ça restait une honte. Et c'était ça l'important pour le quotidien de gens comme moi. Les homosexuels ne sont peut-être plus considérés comme des criminels, mais ça n'empêche pas la loi canadienne de l'immigration de leur interdire d'entrer au pays. Une loi qui ne sera changée qu'en 1977. Bien sûr qu'on traversait la frontière dans les deux sens, mais ce que ça voulait dire, c'est qu'il fallait se cacher. On ne pouvait pas, par exemple, transporter des journaux gays, du mouvement gay. Et il y avait toujours ce moment de peur et de crainte en traversant la frontière. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? Moi, je pense à des malades. Des malades? Moi, je pense que l'homosexualité, c'est un drame, c'est un malade. Mais ce sont eux qui sont malades et non la société. Le fait que les gays soient des malades est une perception très répandue. Ce n'est pas étonnant puisque jusqu'au milieu des années 70, l'homosexualité est considérée comme une maladie mentale par les psychiatres. Diane et Fernand a goûté à leur médecine. Bon, ma mère sait que je suis lesbienne, elle m'amène un psychiatre, puis là, eux autres, tu sais, ils veulent toujours nous amener pour la grande opération, la lobotomie, pour que tu perdes ta mémoire, là. Et on va essayer de vous donner une thérapie. On les traitait aux électrochocs, à l'insuline. On n'a changé personne. Quand on traite quelqu'un de tapette, ça vous choque-tu, vous autres? À la fin des années 60, les homosexuels sont encore traités comme des pestiférés. Mais ils vont bientôt sortir de l'ombre pour dire qu'ils en ont assez. Et fait surprenant, c'est la police qui va les obliger à s'affirmer. « 1969, c'est l'année où tout commence pour les gays. Une descente policière au Stonewall Inn, un bar homosexuel de New York, se transforme en véritable émeute. Policiers et gays s'affrontent. Pour la première fois de leur histoire, les homosexuels se révoltent. C'était l'élément déclencheur qui a provoqué la formation des fronts de libération gays aux États-Unis. Et c'est à partir de là que le mouvement de libération gay vient au monde. Au Québec, le Front de libération homosexuelle est créé en 1971. C'est le tout premier regroupement gay québécois. Mark Wilson en est l'un des premiers membres. Ça pouvait prendre beaucoup de courage pour enfin se convaincre de mettre le pied dans un local qui s'appelait Front de libération homosexuelle du Québec. Pour la première fois, on se voyait à l'extérieur d'un bar et on se parlait de choses autres. Mais trop fragile, le Front de libération homosexuelle ne dure qu'un an, victime de la répression policière. Il faut dire que les préjugés sont encore tenaces au sein de la police. Maurice Bernier travaille alors à l'escouade de la moralité de la police de Montréal. À l'époque, on parlait d'un homosexuel, c'était quasiment des pervers, pas des citoyens de seconde zone, là, mais pour nous autres, c'était un pervers, c'était un homosexuel, puis lui, là, il est à côté de la trappe. Malgré les préjugés, les gays veulent sortir du placard. Et il ne suffit plus de se rencontrer. La première manifestation gay au Canada se déroule en 1971 devant le Parlement d'Ottawa. Une centaine de gays réclament la fin de la discrimination. We're fed up with having to hide to preserve our jobs. We're fed up with having to hide to preserve our own freedom. Au Québec aussi, les gays en ont assez. Claude Beaulieu se retrouve président de la nouvelle Association pour les droits des gays du Québec. C'est peut-être ce qui distinguait notre groupe
le plus des autres groupes qui existaient déjà, qui étaient d'entraide, c'est que là, ça n'était pas une question d'entraide, c'est une question de faire face à l'adversaire, dans ce cas-ci, la police, et par la bande, les politiciens. Jean Drapeau est l'un des politiciens qui donne le plus de fil à retordre aux gays. En 1976, Montréal se doit d'être belle pour accueillir le monde entier. 1976, l'année des Olympiques du maire Drapeau. Il voulait sa ville propre, un exemple au monde. En préparation des Jeux olympiques, l'administration municipale cache les taudis, se débarrasse des sans-abri et mène la vie dure aux homosexuels. La police multiplie les arrestations dans les bars et les saunas gays. Je ne sais pas ce qui s'est dit entre le maire et le directeur, mais ça se rendait à nous autres, hein, les directives. Et puis, tout ça mis ensemble fait que c'est comme le printemps quand on nettoie les rues. Pour les gays, ce grand nettoyage, c'est du harcèlement systématique. Et ils le disent haut et fort en descendant pour la première fois dans les rues de Montréal. Ce jour-là, les lesbiennes sont côte à côte avec les gays, même si de façon générale, elles militent plutôt avec les groupes de femmes. Nous autres, on a embarqué dans le mouvement féministe dès le début des années 70. Et on revendiquait les mêmes affaires qu'elles, mais en tout cas, on considérait que c'était des luttes qu'on pouvait, comme, tu sais, ils pouvaient nous ressembler, mais comme l'avortement, on est contre la pornographie. Malgré les manifestations, les rafles policières se poursuivent et la tension monte. Le soir du 21 octobre 1977, l'indignation atteint son comble. Ce soir-là, au bar Le Trox, la police effectue la plus grosse descente jamais vue dans un bar gay à Montréal. Laval Rioux s'en souvient comme si c'était hier. Bien sûr, puis je les ai retrouvés dans mon journal personnel, ces souvenirs. Bon, c'est un beau vendredi soir. Je suis allé, comme à l'habitude, au Trox. Tout à coup, vers 11 heures, voici que la police envahit les lieux avec des vestes pare-balles et des fusils mitrailleuses. Cette nuit-là, plus de 140 homosexuels sont arrêtés. La plus importante arrestation de masse depuis la crise d'octobre. Les gays sont en état de choc. J'ai dit à mon voisin, qu'est-ce qu'ils font ici avec des mitraillettes? On n'est quand même pas en octobre 70 sur la loi des mesures de guerre, là. Maurice Bernier est le sergent responsable de la descente au Trox. Si effectivement il y avait des mitraillettes, moi, sachant d'avance que ce qui nous attendait, c'était exagéré. La police envahit le Trox pour arrêter des clients qui, dit-elle, se masturbent dans certains coins du bar. C'est qu'il y avait le bill omnibus qui lui permettait de faire ce qu'il voulait en privé et puis continuer à persister à le faire en public. Au total, 8 clients du Trox sont accusés de grossière indécence. Mais tous les autres, tous ceux qui prenaient simplement un verre, sont accusés de s'être trouvés dans une maison de débauche. Je trouvais que c'était odieux, qu'on outrage la respectabilité des gens qui n'avaient rien fait. Pour Laval Rioux, le pire reste à venir. Vers 8 heures du matin, la police, probablement, a décidé que nous devions passer des examens pour vérifier si nous étions porteurs de maladies vénériennes. On nous a fait mettre en ligne, on nous a fait nous dénuder devant les autres. On a sorti un médecin et 2-3 infirmières, puis on a fait des prélèvements sur notre corps contre notre volonté.
Ça voulait dire qu'on nous considérait tous comme des prostituées puis un danger à la santé publique. C'est cette humiliation-là, ce dernier affront qui fait déborder le vase. 24 heures après la descente, près de 2000 personnes se retrouvent au centre-ville de Montréal pour crier leur colère. Un grand cri qui résonnera jusqu'à l'Assemblée nationale. Pour revoir notre émission ou en savoir plus sur le droit des gays, le bill omnibus, consultez notre site Internet radiocanada.ca/parler. Au lendemain de la descente au bar Le Trox à Montréal, les homosexuels s'emparent de la rue. Ça a tout de suite commencé comme ça, comme un véritable incendie, là. Puis là, il y a eu dans la population une prise de conscience que là, peut-être, là, on est allé un peu trop loin, un peu trop fort. Une manifestation à l'improviste, organisée en 12 heures, et déjà en colère. C'était une manif extrêmement énergique. C'est donc la guerre entre les homosexuels et la police. Cessez de nous bouger dessus, cessez la répression. Jamais autant de gays à Montréal ne se sont retrouvés ensemble dans la rue à visage découvert. Une prise de parole qui devient un véritable point tournant dans l'histoire de la communauté gay. On n'avait plus peur. Et une fois qu'on n'a plus peur, tout devient possible. Ce n'était pas quelque chose qu'on nous donnait, c'est quelque chose qu'on prenait. C'était plus la colère, c'était la fierté de réagir. C'était quelque chose. C'était un sentiment qui venait nous prendre aux tripes. On sentait maintenant qu'on pouvait sortir de l'ombre. Il fallait que les lois changent. C'était ça qui était à la base. Il fallait, à commencer par le Québec, ce que la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle devienne interdite. C'était notre objectif. Un objectif atteint en décembre 1977, un mois et demi après la descente du Trox. Le ministre de la Justice, Marc-André Bédard, est indigné. Il présente alors un amendement à la Charte québécoise des droits et libertés. Un amendement qui interdit la discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Une première en Amérique. On savait maintenant que c'était illégal de discriminer pour ce qui était du logement, de l'emploi et des services publics. Si un propriétaire disait « non, je ne loue pas à vous parce que je ne veux pas louer à un couple d'hommes », on pouvait le poursuivre. Mark Wilson s'est toujours demandé ce qui avait poussé Marc-André Bédard à poser un geste aussi avant-gardiste. Cette conviction-là est venue à partir de ma pratique où j'ai eu à traiter plusieurs cas où des gays, entre autres, là, avaient été congédiés de leur emploi après que le patron ait appris que la personne était gay, homosexuelle. Je sais que vous avez fait beaucoup de choses dans la vie, mais vous pouvez être très fier de ce moment-là. Pour moi, en tant que citoyen et comme homme gay, c'était un moment important de notre vie commune. Mais la discrimination est loin d'être finie. La Commission des écoles catholiques de Montréal refuse de louer ses locaux à une association gay. L'affaire est portée devant les tribunaux et en 1979, les gays obtiennent gain de cause grâce à la Charte. De 69 à 79, les gays remportent quelques victoires. Mais leur combat, leur véritable combat pour devenir des citoyens à part entière, ne fait que commencer.
Au début des années 80, les homosexuels ne sont pas au bout de leur peine, loin de là. L'homophobie est bien présente. La répression policière n'est pas terminée. Et surtout, il y a le sida qui fait d'immenses ravages dans la communauté gay. Au fil des ans, les lois vont changer. D'importantes victoires seront remportées. On n'a qu'à penser au mariage gay. Mais ailleurs dans le monde, le sort réservé aux gays est souvent tragique. Ils sont pourchassés et emprisonnés. Dans au moins 8 pays, les homosexuels risquent la peine de mort. C'est quand même extraordinaire de vivre ça dans sa vie puis de voir les changements. Parce que, tu sais, veut pas, les lois qu'on a aujourd'hui pour les gays et les lesbiennes, je veux dire, ça a changé des vies. Il fallait être fort pour passer à travers tout ça, cette époque-là. J'envie les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas à subir de pareilles choses. C'est justement ces liens qui étaient tissés dans les années 70 qui ont permis de résister au sida et de former une résistance, une communauté pour s'entraider. C'est tellement étonnant comment le monde des gays et lesbiennes a évolué, là, les jeunes qui veulent avoir des bébés, qui veulent se marier. Notre génération n'a jamais désiré ça. Je ne me considérais pas chanceux d'être gay en 1960 ni en 1965, mais avec l'évolution des choses, je me considère chanceux maintenant d'avoir vécu cette époque.